Hop. Après le service militaire, j'étais journalier dans le sud de la France. Et puis là, j'ai vu des choses qui n'étaient pas terribles en tant que naturaliste de passion. Voilà, après certains épandages de produits phyto, hein, c'était dans des sols filtrants. Là, j'étais sur le Tarn-et-Garonne, le Moissac. Les sols filtrants, donc ça descendait très vite. Et tous les vers de terre remontaient morts, quoi. C'était impressionnant. J'ai vu les oiseaux tomber, des pouillots véloces. Je les ai vus tomber, quoi. Ça, je me suis dit, bon là, stop, quoi, j'arrête. Et puis, bon, mon père m'a sollicité pour revenir ici. Donc j'ai relevé le défi. C'était une ferme quand même en perdition. Et donc j'ai relevé le défi, mais en sachant que je voulais le faire en agriculture biologique, je ne voulais plus utiliser ces produits. Voilà. Officiellement, je me suis installé le 15 septembre 89. Je voulais faire mes arbres moi-même, je voulais être autonome, donc j'ai fait mes arbres moi-même. Donc ça voulait dire que c'était des arbres qui étaient dans le domaine public. J'ai greffé à peu près donc 10 000 arbres et pour reconstituer le verger qui existait avant ici, quoi. Quand j'ai repris, il restait 2 hectares et maintenant j'arrive à 20 hectares. Au début, c'est toujours facile de basculer en bio, mais après, dans le temps, c'est difficile. Techniquement, il fallait trouver des solutions. En bio, on n'était pas encore... on était assez seul, il n'y avait pas beaucoup de techniques, donc on voyageait beaucoup, on échangeait beaucoup entre les quelques arboriculteurs de France, en fait. La commercialisation, quand je suis revenu, c'était uniquement la vente sur un seul marché qui était à Beauvais, qui était situé à Beauvais, hein, donc à 100 km d'ici. J'ai arrêté le marché, je l'ai fait pendant 20-25 ans. Le relais a été pris par les magasins et les AMAP. Donc des personnes qui sont militantes, qui me soutiennent, qui soutiennent cette agriculture-là. Donc voilà, j'ai plus besoin de faire le marché grâce à eux, ça c'est bien. Donc je peux avoir mon samedi un peu, ouais, un peu de liberté, quoi. Toi, tu te souviens du marché? Que je faisais le marché? Ah oui. Ouais. Non, Paul est né en 2003, donc j'ai fait le... Il s'en souvient, donc. Non, j'ai dû arrêter en 2010, ouais. Se retrouver seul à élever, cultiver, et puis pas avoir de recul, pas pouvoir échanger, être le nez dans le guidon. On fait des bêtises et il faut vraiment s'ouvrir, quoi. Il faut qu'il y ait des apports extérieurs et puis il faut se donner du temps, ouais. Je fais partie d'une association qui crée de nouvelles variétés à partir de variétés anciennes. On utilise les possibilités, le potentiel génétique des variétés anciennes pour créer des variétés nouvelles qui sont plus fermes, plus croquantes, hein, mais en utilisant ces résistances, ces tolérances aux maladies. C'est des variétés qui ont peu de tonnage, qui sont économiquement abandonnées par tout l'ensemble de la profession. Et les AMAP permettent de maintenir ces variétés-là. Donc j'ai quand même le soutien des AMAPiens et qui sont vraiment raccord avec ce que je peux faire et la manière dont je le fais, quoi, aussi. On a fait beaucoup de choses que je ne ferais pas par ailleurs, comme les nichoirs, la pose de nichoirs, la construction et la pose de nichoirs. Ouais, j'ai mis un nichoir à hulotte parce que cet hiver j'en ai aperçu une dans le verger, ce qui n'était jamais arrivé, j'avais pas à ma connaissance. C'est fort utile pour moi parce que ça mange les campagnols qui mangent les arbres, en fait, les racines des arbres. Ah, voilà la caractéristique d'un arbre, manger tout le système racinaire a été mangé. C'est souterrain, donc on le voit pas, on le voit quand il est trop tard, quand l'arbre est mort. Et ça, il n'y a vraiment que les prédateurs qui peuvent régler le problème. Sinon, tu es obligé d'utiliser des produits chimiques, alors que ça peut être tout simplement réglé avec des prédateurs.
ce que les gens appellent nuisible, mais moi ce que j'appelle utile. C'est tellement plus facile de laisser des prédateurs s'occuper de faire le travail de notre place et de les laisser vivre, c'est tout. Hein. Voilà, ça c'est un gros sujet pour moi. Là on n'y touche pas, et puis dedans c'est aussi des insectes pollinisateurs, hein, comme les osmies, toutes ces abeilles sauvages. Et donc voilà, maintenant ça sera un endroit, vraiment une réserve sur lequel je n'interviendrai pas, quoi. Le développement des campagnols, c'est exponentiel, ça va vraiment très très vite et donc le verger peut être très vite détruit, quoi. Là, le renard, ça mange vraiment des quantités impressionnantes. Il ne faut pas forcément beaucoup de renards. Et puis, de toute façon, c'est des prédateurs qui s'autorégulent selon la quantité de proie disponible. Donc, s'il y en a, c'est qu'ils ont à manger, quoi. Voilà. Non, pour moi, ça reste très important. Puis en plus, c'est un plaisir de pouvoir en observer. C'est tellement beau. L'existence du verger est compromise. Sans le renard, le verger est compromis. Hein. Faut que le verger vive. S'il vit, c'est qu'il respire la santé, c'est qu'il y aura beaucoup moins de soucis, quoi. Et puis, on s'y sent bien, et ça, c'est important aussi, que les gens qui travaillent dans ce verger s'y sentent bien. Ça, c'est hyper important, quoi. Ouais, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de diversité, que ce soit dans les variétés, dans les espèces. Quand on connaît un peu les plantes, un peu les animaux, il y a encore beaucoup à apprendre. Hein. Je ne peux pas faire fi de la faune et la flore dans le contexte du verger, quoi. Ça, c'est pas possible pour moi. Ça fait partie intégrante du verger. Je vais encore avancer plus sur la biodiversité du verger, là. C'est vraiment un sujet important pour moi. Ils mettent bas dans le verger, puis ils restent dans le verger. Hein. C'est impressionnant. Hein. Mais là, c'est que des animaux qu'on voit parce que voilà, ils ont du volume, quoi. Mais quand tu tombes sur un lézard, enfin, c'est extraordinaire, quoi. Moi, je trouve ça. Tu sais que c'est des animaux qui sont hypersensibles, quoi. Ici, on est dans la vallée de la Somme. C'est des terres très riches en matière organique, assez humides, donc il y a vraiment des... Oui, ça pousse très facilement. Tous ces arbres, je les ai plantés quand j'avais 20 ans, donc maintenant ils sont très grands. J'ai du mal à me retenir de ne pas planter un arbre. En fait, quand je vois un terrain vierge, j'ai envie de planter un arbre. Ça me démange. Là, je m'abstiens de planter des arbres sur cette petite zone, parce que je veux aussi une zone ouverte, parce qu'il n'y a pas la même biodiversité. Je garde vraiment des espèces, je ne tombe plus. Et puis quelle économie de temps et puis de gasoil, hein, ou d'essence, c'est absolument énorme, quoi. J'ai très jeune été passionné par ça, donc j'avais des guides de plantes et puis j'ai appris, et puis après aussi un petit peu à l'école. On peut faire des beaux massifs avec des plantes locales, en fait. Il y a des couleurs, des formes qui sont très différentes. Pour moi, là, c'est un beau massif, mais c'est pas une plante horticole qu'on a achetée en pépinière. Et il apparaît des fleurs qui avaient disparu, qu'on ne voyait plus, hein, qui ne supportent pas la tonte. Hein. Et donc, il y a des fleurs de pâture qui réapparaissent. Sur une pelouse totalement tondue, ben, il n'y a pas, quoi, il n'y a pas de vie. Et si on écoute bien, on peut les entendre aussi. On ne supporte plus une soi-disant mauvaise herbe. Je pense déjà le terme mauvaise herbe, pour moi, c'est vraiment pas bien, quoi. C'est hyper important d'avoir les cirfes qui vont parasiter qui sont prédateurs des pucerons ou autres. Hein. Il y a pas mal d'espèces de coccinelles aussi. Hein. Donc celle-là, c'est la Septembre punctata, c'est la plus connue. Hop. C'est des étangs, c'est des anciennes tourbières, hein, comme partout dans la vallée de la Somme. Et donc,
J'ai enlevé les saules qui envahissaient, hein, parce que le stade final d'un marais, c'est de se recombler et de finir au stade forêt. Donc là, on a coupé les saules pour que réapparaissent les plantes aquatiques et pour essayer de revoir des oiseaux qui sont inféodés, par exemple aux phragmites, hein, aux roseaux, à toutes ces plantes-là. On a fait un gros défrichage. Et c'est vraiment intéressant de revoir des plantes qui spontanément reviennent en fait. Parce que en fait, le fait d'avoir ouvert, parce qu'avant il y avait une eutrophisation, hein, l'étang se fermait et donc il y avait beaucoup moins de poissons aussi, manque d'oxygène, manque de lumière. Et là, le fait qu'il y ait plus de poissons, on va revoir plus facilement le martin pêcheur. Tout est lié, il y a interaction sur tout. Donc à partir du mois d'avril, il est interdit d'approcher l'étang pour tous les amis, toutes les relations, pour ne pas déranger les oiseaux, parce que je pense que l'homme a pris beaucoup d'espace, et puis laisser un petit espace pour les oiseaux, ouais, pour moi c'est nécessaire, quoi. Je peux observer les oiseaux sans être vu, et sans déranger, et ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Ah, on entend une grenouille. On aperçoit même des poissons, des gardons avec le soleil. Là, c'est des vergers quand même qui ont plus de 30 ans. Hein. On se sent dans une espèce d'oasis. Donc bien sûr, voilà, visuellement, on va dire, ce verger, il a l'abandon, ça on me l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Voilà, là on voit bien la bande fleurie au milieu. Hein. Depuis 10 ans, quand même, les gelées, c'est récurrent, c'est quasiment tous les ans maintenant. Hein. Là, cette année, c'était très grave, hein. On a eu des gelées importantes et je ne suis jamais autant sorti de nuit pour lutter contre les gelées. Et c'était vraiment une année difficile, mais ces années difficiles, on les voit quand même plus fréquemment maintenant, quoi. Là, il y a Avant, voilà, on avait une gelée tous les 10 ans, je dirais. Mais il y a les problèmes aussi insectes qui interviennent par le changement climatique. Hein. Les insectes dits thermophiles là, qui aiment la chaleur, qui se développent, qu'on n'avait pas du tout ici au nord de la Loire, et qu'on a maintenant dans des proportions énormes. Il y a la cochenille rouge du poirier, mais qui va aussi sur les pruniers et pommiers, et qui amène qui conduisent l'arbre à la mort. Hein. Ils empoisonnent le cambium, hein, donc ce qui véhicule la sève. Donc c'est comme ça qu'ils détruisent l'arbre en fait. Hein. Là on voit bien, on appelle ça l'agréolus sinueux, là on voit bien qu'il a fait des courbes. Et après quand ces courbes ont fait tout le tour de l'arbre, l'arbre meurt. Voilà, on voit bien le chemin qu'a fait la larve en fait, donc sinueux. Et on essaye d'attraper la larve qui est logée ici. Voilà, ça c'est vraiment typique d'un insecte qui est arrivé à cause du changement climatique. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Je suis encore obligé d'apprendre sans cesse les insectes que je ne connaissais pas auparavant, quoi. Les cochenilles, pour moi, c'était un truc du sud. Le bulpreste aussi. Ah bah non, on ne peut plus dire ça. Il faut vraiment se pencher sur chaque insecte, il faut être fort en reconnaissance entomologie, de trouver des parades, en fait. Voilà, c'est une lutte incessante, mais c'est passionnant, c'est très ouvert. Après, voilà, il faut continuer de progresser. Après, le verger, moi, je pense qu'il faut travailler plus possible dans une économie circulaire. Là, c'est un peu l'histoire de mes piquets que je récupère chez les mytiliculteurs, ceux qui
qui élèvent des moules, je récupère, je les recycle en fait. Parce que les arbres ont besoin de piquets pour être conduits droit. C'est des piquets qui vont tremper 20 ans, 25 ans dans la mer, dans le sel, donc la décomposition est beaucoup plus lente, quoi. Bon, ça fait pas des piquets bien droits, mais c'est pas grave. Il faut tendre vers la réduction d'utilisation des produits pétroliers, hein, ça c'est clair. Moi j'en utilise encore de trop, je trouve, hein. Il faut toujours essayer tendre vers mieux, un mieux disant sur l'écologie avec un grand E, quoi. Ouais, mon père disait toujours l'année prochaine, ça sera une bonne année. Il a passé sa carrière à dire ça, sa vie à dire ça. Ces bâtiments-là suffisent pour 20 hectares de verger et ça va, quoi. Il n'y a pas besoin de. Il faut jongler un petit peu, certaines années, mais ça va comme ça. On n'a pas besoin de rentrer dans un système surendettement, suréquipement. Je veux pas fonctionner comme ça. Au niveau matériel, je suis peut-être pas au dernier cri, mais j'essaie de raisonner. Je veux pas être dépendant, je veux pas appartenir au Crédit Agricole ou à une autre banque. Dans un village qui n'a plus d'emploi du tout, il n'y a plus de. Même en agriculture, c'est intéressant pour des personnes qui veulent rester à la campagne, de trouver un boulot ici, enfin proche, quoi. Et il y a 4 salariés permanents, donc là c'est à plein temps, plus les saisonniers, quoi. Les saisonniers, ça peut aller jusqu'à 10-12 personnes. Ouais, c'est quand même important, hein. Ça fait l'équivalent d'une personne pour 2 hectares, quoi, hein. Enfin, en gros, 2-3 hectares. Socialement, c'est intéressant dans un village d'avoir des structures comme celle-ci, quoi. C'était pas facile parce que ici c'est quand même une région intensive de grande culture. En plus c'était une exploitation, une petite exploitation, une grosse difficulté économique. Donc il y avait vraiment des doubles défis à relever. Et ça c'était quand même dur psychologiquement, c'était quand même un peu dur, quoi. Enfin c'était très dur d'ailleurs. C'est d'où l'importance des personnes qui pouvaient soutenir, quoi, à l'époque, hein. Ça, c'était ce moment. Ils ne s'en rendaient pas compte, hein. Ces personnes ne s'en rendaient pas compte, mais pour moi, c'était le samedi, au départ, quand j'allais au marché, c'était vraiment un soulagement. Enfin, c'était de pouvoir parler des personnes, c'était important. Ouais. L'idée de laisser les bonnes terres, enfin, ces terres riches et faciles à cultiver qu'aux seuls paysans intensifs à cette époque, bah, non, il fallait aussi, on peut exister aussi ici, quoi. Et donc économiquement, ça fonctionne bien. On peut exister en faisant autrement, quoi. Et crédible économiquement en faisant autrement. Ça, pour moi, c'est important, quoi. Tous les jours, je me lève avec plaisir de me dire, bon, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Enfin, j'aime mon métier et j'ai envie que ça dure comme ça, dans cette diversité.